Bonjour, je voudrais ici aborder la question de l'Ukraine. Les déclarations et décisions qui viennent de Russie, d'Ukraine, mais aussi et surtout des différentes capitales européennes, dans la foulée des déclarations faites aux États-Unis, raccourcissent les délais et font peser la menace du pire. La guerre est à nos portes. La guerre, oui, la guerre, la vraie, faite à coups de bombes, de missiles, de tanks ou autres outils de destruction massive, se rapproche en effet inexorablement. Les bellicistes de toute nationalité se donnent la réplique. Des positions apparemment symétriquement opposées aboutissent en fait au même résultat. Certains, au nom des meilleurs sentiments, appellent à un soutien sans condition et sans limite de l'Ukraine, se proposant, comme la présidente de l'Union européenne Ursula von der Leyen, d'accueillir Zelensky avec son cortège de corrompus au sein de l'Union européenne. D'autres, au nom du droit de refuser les menaces que fait peser l'OTAN sur son territoire, voient d'un bon œil le déploiement militaire russe hors de ses frontières et justifient l'invasion de l'Ukraine. Idéologiquement, les va-t-en-guerre ont le vent en poupe. Il ne manque que Treillis et Rangers aux commentateurs qui, sur les plateaux de télévision, reprennent du service comme aux plus belles heures des bombardements de la Yougoslavie ou de la guerre du Golfe. Les uns et les autres décrivent avec gourmandise l'armement des différentes parties, mais les uns et les autres oublient que le propre des armes de destruction massive, leur valeur d'usage, en quelque sorte, eh bien, c'est précisément de détruire massivement toujours plus. Certains sont partisans d'une guerre totale contre la Russie, d'autres, au nom du danger nucléaire, se veulent plus mesurés et prennent tout de même une guerre partielle. Quoi qu'il en soit, une dynamique mortifère est engagée à nos portes. D'autant plus qu'un durcissement des positions en présence restreint la place d'une initiative diplomatique et d'une possible désescalade. L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, ancien négociateur chargé il y a quelques mois de rapprocher les positions allemandes, françaises, européennes et américaines pour la paix, affirme aujourd'hui qu'il n'a jamais été question, je cite, de laisser la moindre chance aux négociations de paix. En d'autres termes, en détruisant la paix, eh bien, les principaux dirigeants de la planète affirment leur volonté de voir la guerre. Selon Naftali Bennett, toujours, l'Ouest a pris la décision de briser Poutine sans négociation, alors qu'il y avait, je le cite de nouveau, de bonnes chances d'obtenir un cessez-le-feu s'ils avaient continué d'essayer. L'organisation des tensions est minutieuse. Le journaliste d'investigation américain Seymour Hersh, celui qui en 1969 recevait le prix Pulitzer pour avoir révélé le massacre de 500 Vietnamiens dans le village de My Lai au sud-Vietnam, puis un peu plus tard les tortures dans la prison d'Abu Ghraib en Irak, Seymour Hersh donc met les pieds dans le plat en révélant le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 entre la Russie et l'Allemagne par les Américains. Cela pour favoriser la vente du gaz de schiste, aussi pour couper les ponts entre l'Allemagne et la Russie, bref, pour faire monter la pression d'un cran supplémentaire. Aujourd'hui, le danger est là. De toutes parts, l'économie d'armement bat son plein. C'est la course pour répondre favorablement aux demandes de Volodymyr Zelensky. Le tour des capitales donne un véritable tournis. Tenez, par exemple, à Washington, les dollars pleuvent par milliards pour aider l'armement ukrainien. Plus, voilà Joe Biden, le président américain, qui fait un déplacement éclair à Kiev comme un simple représentant de commerce pour annoncer la livraison prochaine d'armes à l'Ukraine. Toutes les pressions s'exercent. Comme il se doit, l'Union européenne est à la remorque des États-Unis et les pays européens sont alignés sur la volonté américaine avec l'OTAN. De Paris, 18 des obusiers César sur les 76 que possède la France ont été livrés à Kiev, avec des canons supplémentaires et des blindés AMX-10 RC. Des milliers d'obus font partie du paquet cadeau, des missiles de toutes sortes, les antichars Milan, les Acheron, le Javelin, sans parler des missiles antiaériens Mistral. Une soixantaine de véhicules de l'avant blindé, véhicules de transport de troupes le plus répandu de l'armée de terre française, des lance-roquettes unitaires français, des générateurs électriques, des munitions, des gilets pare-balles ou encore des missions de formation des militaires français font partie du lot. Emmanuel Macron, qui dans un premier temps disait privilégier la table de discussion, qui affirmait alors la nécessité de ne pas vexer la Russie, a donc rejoint la volonté guerrière générale. En annonçant vouloir franchir un nouveau pas, je cite Emmanuel Macron, en renforçant les systèmes antiaériens en Ukraine et en participant à la défaite des Russes. Il déclare en effet, à l'arrivée du président ukrainien, je cite toujours, « Nous voulons te réaffirmer notre volonté de t'accompagner vers la victoire, la paix et vers l'Europe », faisant sans nul doute de la paix un intrus dans les vœux qu'il formule. Son soutien à Zelensky est total.
À Paris, le décor de la Grand Croix de la Légion d'honneur. Emmanuel Macron ne voit d'issue que dans la victoire de l'Ukraine sur la Russie, ce qui signifie qu'il ne voit d'issue que dans la confrontation qui risque fort de nous impliquer directement. La guerre ailleurs, sur les écrans télé, c'est une chose. La guerre sous forme de jeux vidéo, c'est virtuel, n'est-ce pas? Oui, mais la guerre, la vraie, qui menace dès lors que nos gouvernants décident d'en faire leur guerre, eh bien c'est une toute autre affaire. En Allemagne, la situation est tout aussi engagée. Berlin annonce que des chars seront livrés à Zelensky, après l'avoir déjà approvisionné de systèmes de défense aérienne patriotes et Iris-T, et lui avoir livré un radar capable de détecter les pièces d'artillerie adverses. Le chancelier allemand Olaf Scholz a récemment indiqué vouloir fournir des blindés de combat. Le Royaume-Uni n'est pas en reste, avec l'envoi de chars lourds Challenger 2 et de missiles Brimstone. Le Premier ministre Rishi Sunak se félicite de la fourniture à l'Ukraine des missiles anti-tanks et de lance-roquettes multiples M270 qui permettent à l'Ukraine de frapper les positions russes sur de longues distances. La Suède, la Finlande, la Pologne, le Danemark versent également leur obol. Dernièrement, Volodymyr Zelensky a engagé un tour des capitales pour réclamer plus, notamment des avions de combat. Selon les spécialistes, dignes de foi, l'impact sur le terrain devrait être limité. Oui, mais politiquement, cette nouvelle demande prend une portée symbolique de première importance. Les pays d'Europe, poussés par les États-Unis, se mettent en première ligne d'un affrontement qui ne peut, dans le contexte, que s'élargir. La guerre est à nos portes, voilà la réalité. Emmanuel Macron, à l'instar de ses alter-ego, prend toute sa part de responsabilité. Il tergiverse sur la livraison d'avions de combat sans duper personne, et surtout pas les Russes, qui savent que la France, comme les autres, se propose de mettre sur pied la logistique nécessaire au bon fonctionnement de ces nouvelles armes, de leur entretien, de leur maintenance, sans oublier la formation de pilotes capables d'en prendre les commandes. C'est donc dans l'indifférence quasi générale que les principaux gouvernements nous mettent sous la menace de missiles susceptibles de faire de l'Europe le terrain de jeu des amateurs de guerre. Les capitalistes, froidement, y voient l'opportunité de dépasser la crise actuelle du capitalisme par la guerre et les destructions massives en ouvrant de nouveaux marchés liés à la reconstruction. C'est une vieille recette que le capital affectionne pour surmonter ses propres contradictions et permettre, comme on dit communément, à la machine de repartir. Il y a urgence de dire clairement l'exigence des peuples. À bas la guerre, gagnons la paix. Pour cela, quelques conditions politiques doivent être exprimées sans détour, au risque de choquer tous les tenants des différents récits qui, pour les uns, voient dans la Russie une nation en légitime défense face à la menace de l'OTAN, et pour les autres, un agresseur qui cherche, sous la conduite de Poutine, à reconstituer un grand empire et fait donc peser, au mépris des règles de droit international, une menace sur les pays voisins et sur le monde. Plus le temps passe, plus le chemin de la paix semble jonché d'embûches. Pourtant, il y a bien urgence pour trouver les réponses immédiates permettant à chacun de sauver la face et de prendre place autour d'une table de négociation. Pour cela, ne serait-il pas raisonnable d'exiger sur le terrain le retrait des troupes russes d'Ukraine, la reconnaissance des partis russophones et le respect de la souveraineté des peuples, qui doivent pouvoir dire, dans un climat d'apaisement retrouvé, la façon dont ils veulent vivre, leur volonté de rattachement, d'indépendance ou d'autonomie, les coopérations qu'ils envisagent, leurs relations avec l'Ukraine et la Russie. Pour rendre possible l'ouverture de négociations, il faut le retrait de l'OTAN, arme militaire et politique au service des Américains. Dans ce cas, la France devrait décider de quitter l'OTAN immédiatement. Pour cela, il faut aussi l'arrêt immédiat de toute livraison d'armes à l'Ukraine de la part de pays européens qui, de fait, préparent et alimentent la guerre. Au niveau international, l'Union européenne doit cesser toute velléité d'élargissement, notamment en stoppant le processus d'intégration engagé avec l'Ukraine. L'Ukraine doit être démilitarisée et constituer un territoire neutre à l'abri des Russes, comme des forces de l'OTAN. La paix. Oui, la paix, voilà l'exigence. Aux conditions permettant de la réaliser, Russes, Américains et Européens devraient se plier. Tel est l'intérêt des peuples. Oui, mais il faut bien constater que le temps est un très mauvais allié. Plus il passe, plus les pressions guerrières se font fortes. Même si l'histoire ne se répète jamais à l'identique, l'analogie avec la guerre de 1914 revêt une certaine pertinence. Tout le monde sait bien que sur la guerre elle-même, la comparaison n'a pas vraiment de sens. Nous ne sommes plus au temps de la guerre de tranchées, à l'affrontement à la baïonnette venant finir le travail de l'artillerie. Non, même si le corps à corps dans les rues ukrainiennes est d'actualité, c'est dans les airs que les missiles ou drones peuvent voler, faisant d'ailleurs des dégâts humains et matériels sans commune mesure. Mais l'analogie politique n'est pas dénuée de fondement. Écoutons Jean Jaurès, qui le 25 juillet 1914 prononçait son dernier discours avant d'être assassiné le 31 juillet. Il dégageait les responsabilités dans la situation que connaissait l'Europe,
les annexions de territoires et les risques que faisait peser l'internationalisation du conflit entre l'Autriche et la Serbie. J'espère encore, disait-il à la veille du déclenchement de la guerre, j'espère encore malgré tout qu'en raison même de l'énormité du désastre dont nous sommes menacés, à la dernière minute les gouvernements se ressaisiront et que nous n'aurons pas à frémir d'horreur à la pensée du cataclysme qu'entraînerait aujourd'hui pour les hommes une guerre européenne. Il faudra que les prolétaires de l'Europe tentent les efforts de solidarité suprême qu'ils pourront tenter, disait-il encore. Il poursuivait. Quoi qu'il en soit, et je dis ces choses avec une sorte de désespoir, il n'y a plus, au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie, qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation. C'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces, qui comptent un grand nombre de frères, français, anglais, allemands, italiens, russes, et que nous demandions à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. 5 jours plus tard, Jaurès était assassiné. Le dernier rempart à la barbarie était enfoncé. 3 jours après son meurtre, la guerre était déclarée. Les paroles de Jaurès résonnent avec une brûlante actualité, et aujourd'hui comme hier, le désespoir peut guetter. Les organisations ouvrières et démocratiques sont aux abonnés absents. Et lorsqu'elles se saisissent du sujet, eh bien, c'est du bout des lèvres, pour demeurer dans le sens du vent que font souffler les différents gouvernements. Les organisations ouvrières, politiques ou syndicales sont donc absentes. L'union des milliers d'hommes pour dire non à la guerre, vive la paix, pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar, comme le disait Jaurès en son temps, cette union est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. L'union des milliers d'hommes pour se mettre en travers du capitalisme qui, comme le disait encore Jean Jaurès, porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à me retrouver ainsi que quelques-uns de mes amis sur le site La Sociale. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour permettre à cette vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à la partager, à la faire connaître avec ma chaîne, à vous abonner pour être mieux informé des nouveautés. Je vous invite enfin à me faire part de vos suggestions, celles qui sembleront nécessaires pour améliorer cette chaîne, la rendre plus visible, plus attractive, pour répondre aux besoins d'information, de compréhension, tant au niveau international, comme ici avec l'Ukraine, que national, avec l'offensive que mène Emmanuel Macron et son gouvernement, sur laquelle je suis déjà intervenu à plusieurs reprises. Voilà. Bien, merci de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien. Salut et à la prochaine.